La technologie de la blockchain, ça permet à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, vraiment que tout le pays ne fonctionne pas, mais en fait, la blockchain elle continuera de fonctionner. Et j'ai commencé à faire un tour de table et demander aux gens, mais vous faites quoi comme business? C'est quoi qui vous a fait rapporter le plus d'argent, etc. La majorité des réponses que j'ai eues, c'était alors c'est compliqué, donc il faut connaître un peu, il faut avoir la marge d'entrée est assez grande. Et c'est comme ça que en fait Imo est né. Et j'ai encore une énorme partie en fait de tout mon portfolio dans mon projet. Pourcentage de ton patrimoine qui est exposé à Imo? 5%, Ok. quelque chose comme ça. Quand le prix s'est envolé, c'est vrai que, je vais pas vous mentir, j'avais du mal à dormir. Je savais plus où donner de la tête en fait. Je recevais des messages de partout, j'avais vraiment de l'adrénaline. Nous, notre objectif, d'ici les 6 prochains mois, je pense qu'on risque d'en avoir supplémentaires. Du coup, on se retrouve avec Knut Robillard, alias Cryptomillion sur les réseaux. Donc je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, et ensuite on pourra commencer sur les quelques questions que j'ai prévues pour toi, et ensuite se focus plutôt sur Imo, qui est ton projet. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Knut Robillard, comme tu viens de le dire. J'ai 24 ans, j'habite maintenant à Dubaï. Et au début, j'ai fait une école de dessinateur génie civil en Suisse que j'ai réussi. Et ensuite, après, j'ai toujours voulu créer mon propre truc, mon propre projet, ma propre entreprise. Et j'étais déjà à fond dans les cryptos. Et du coup, je me suis dit que c'était très bon moyen de allier finalement la blockchain, qu'on discutera après de toute façon, mais d'allier la blockchain à quelque chose d'immobilier qui est beaucoup plus lourd, beaucoup moins flexible et avec beaucoup moins de portes d'entrée. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Ça fait quoi maintenant? Ça fait mars 2021 que le projet est lancé. Donc maintenant, je travaille dessus par rapport à ça et je vis de ma passion qui est le trading aussi via ma communauté. Donc j'en fais tous les jours. Voilà. Ok, félicitations pour ça déjà. Merci. Donc ouais, vite fait, pour revenir sur tes activités autres, principalement trading, crypto, un petit peu dans le milieu des réseaux, mais principalement autour de la crypto, c'est ça? Ouais, non, c'est vraiment full crypto. J'ai pas d'autres business que crypto et IMO. C'est Ok. vraiment, j'ai que ça de focus. Ok, et c'est plutôt pour vivre au jour le jour, tu as tes business crypto et vraiment la vision long terme de ton patrimoine, c'est Imo. Exactement. Ok. Donc pour attaquer directement sur Imo, pour les gens qui regardent cette vidéo, je rappelle que j'ai fait une vidéo pour présenter le projet il y a 1 mois et demi. Donc je mettrai le lien dans la première ligne de la description. N'hésitez pas à aller la voir avant de regarder cette vidéo parce qu'on va rentrer plutôt dans les détails techniques du projet, etc. Donc c'est top de connaître le projet avant de regarder cette vidéo. C'est clair, sinon on est un peu perdu. C'est ça, exactement. Bon, après, c'est relativement simple, hein. Moi, on a beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de Ouais. gens qui sont venus me dire, qui m'ont dit, mais en fait, c'est tellement simple que c'est bien. En vrai, vraiment, la structure, le fonctionnement interne du projet, il est très simple à expliquer. En 10 minutes, c'est plié. Et Ouais. ensuite, c'est vraiment d'en rentrer dans les détails qui sont plus intéressants. Donc, pour commencer pour Imo, la genèse d'Imo, comment t'es venue cette idée de, plutôt que tokeniser ou autre des actifs comme d'autres font, de fonctionner un peu comme Bitcoin avec une supply limitée, de vraiment faire du buy and burn pour créer cet effet sur le long terme dont on parlera après. Alors, il y a eu plusieurs mix parce que quand j'étais assez jeune, j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki sur le cadran du cash flow et du coup, il a expliqué un truc avec l'immobilier qui était super intéressant. Donc, je connaissais un petit peu et je me suis dit qu'en fait, il fallait compound. Donc, j'avais déjà un peu cet esprit en tête. Et une fois, il y a eu mes parents, ils ont fait une garden party à la maison. Il y avait plein de gens qui étaient super intéressants et qui étaient beaucoup plus âgés. Et du coup, moi, j'avais mes 17, 18 ans et j'étais là en mode bon. Et j'ai commencé à faire un tour de table et demander aux gens, mais vous faites quoi comme business? C'est quoi qui vous a fait rapporter le plus d'argent, etc. Et du coup, je demandais ça à des gens. Et la majorité des réponses que j'ai eues, c'était l'immobilier. Donc, en fait, je savais que cet immobilier était intéressant, mais moi, là, j'avais 17 ans ou 18 ans, j'étais en mode, c'est très gentil, mais j'en achète comment? Alors, c'est compliqué, donc il faut connaître un peu, il faut avoir la marge d'entrée est assez grande. Et du coup, ça m'est resté un peu dans ma tête et je me suis dit, un jour, il va falloir quand même s'y mettre à l'immobilier parce que c'est quand même quelque chose, les gens me l'ont dit, donc va falloir s'y mettre. Et ensuite, quand j'ai découvert la crypto qui est arrivée après avec la blockchain, là, je me suis dit, mais en fait, la technologie de la blockchain, ça permet à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, que ça soit que le pays soit en guerre, vraiment que tout le pays ne fonctionne pas, mais en fait, la blockchain continuera de fonctionner. Et là, je me suis dit, OK, c'est intéressant. Et on va pouvoir peut-être relier du coup cette blockchain à l'immobilier. Et c'est comme ça que en fait Imo est né. Et je me suis dit, on peut faire profiter d'un parc immobilier à n'importe qui via la blockchain. Et c'est comme ça que finalement Imo a été créé. Et c'est un mélange de plusieurs idées qui sont venues à moi quand j'étais plus petit.
Et ensuite, après, ça s'est mixé. Je me suis dit, punaise, genre, parfait. Ok, c'est vraiment un mix de différentes expériences personnelles, de personnes que tu as rencontrées qui t'ont mené Ouais, à construire cette idée finalement à long terme. exactement. Exactement. Et j'étais pas tout seul hein, d'avoir cette idée. Je l'ai fait avec Adrien, Ok, qui nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'on était sur un autre projet avant. En fait, on a complètement basculé et genre, on a vraiment travaillé comme il faut. ok. Bah, de toute façon, on va revenir sur les différents collaborateurs du projet par la suite. Avant de rentrer dans tout ça, je pense que la chose la plus importante pour montrer vraiment qu'on croit à son projet, c'est son intérêt personnel dans le projet. Je sais que toi, tu as une exposition perso, tu as peut-être des amis, je sais pas si tu veux en parler ou autres, qui sont exposés à ce token. Et je sais que tu es vesté aussi sur le long terme. Donc si tu peux rentrer un petit peu dans les détails de ça pour montrer qu'en fait, c'est pas Ouais, ouais. vous êtes Bah, bloqué. pour expliquer, moi déjà, j'achète mon projet en DCA tous les mois parce que je suis assez persuadé et ça a très bien fonctionné quand j'en ai accumulé quand c'était avant l'énorme pump en fait. J'avais littéralement tout mon argent dedans et j'ai encore une énorme partie en fait de tout mon portfolio dans mon projet. Pour moi, c'est le truc que je construis qui a le plus de chances d'aller le plus loin possible. Donc, et ça peut prendre plusieurs années, mais ça, c'est pas dérangeant. Je te coupe. Est-ce que tu saurais nous donner à peu près un pourcentage de ton patrimoine qui est exposé à IMO? Ou si tu veux, Ouais, je c'est ça dirais, privé, tu peux. 80 ou 85%, Ok, quelque chose comme ça. ok, c'est Genre, le reste, c'est mon compte de trading. ok, C'est vraiment ça. J'ai pas d'autres hold en spot, en fait. Le seul coin que je hold tout en spot, c'est du IMO. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que IMO est aussi backé sur Ethereum. oui, On avait donc t'es plus de exposé à liquidité en Ethereum. Ethereum. Donc, en vrai, moi, ça me dérange pas non plus de tout mettre là parce que c'est comme si j'étais investisseur de Ethereum aussi. Et je sais que les plus gros holders de IMO, finalement, bah, ils sont là aussi là pour le long terme. Donc, c'est pas dérangeant. C'est ça en fait. Bah, on reviendra également sur cette exposition à Ethereum par la suite. Mais le fait d'acheter du IMO, c'est tout simplement acheter du Ethereum et en plus avoir la performance de IMO sur Ethereum. Pour le vesting, du coup, les seuls tokens qui sont vestés, c'est les gens qui font du stacking immobilier, donc qui peuvent mettre leurs biens. Je sais que par exemple, il y a un membre de la communauté qui est super actif, qui a mis du coup son appartement, et du coup, en fait, il peut choisir combien de temps il veut bloquer, maximum 2 ans. Ok. Et ensuite, pour les vestings de la team, c'est bloqué pendant 10 ans. Donc, on l'a fait en 2025, donc c'est déloqué, on va dire, tous les mois. Ok. Ou ça dépend les périodes, mais c'est déloqué vraiment tous les mois sur Unicrypt. Et ensuite, pendant genre 10 ans jusqu'en 2035. Et la dernière fois qu'on en avait discuté, on a redéplacé donc de 10%, on a augmenté 3 ans. C'est pas quelque chose qui nous dérange de holder vraiment très longtemps parce que c'est un projet qui va prendre du temps à build. Et le jour où bah, on sera assez gros et que ça sera assez build, bah, finalement, ça sera gagnant pour tout le monde. En fait. Ok. Donc Par nous, exemple, ça ne nous dérange si pas de hold. Et pour le moment, pour être vraiment honnête, aucun membre de la team depuis le début du projet a vendu un seul token de la team. Ok. Donc, il n'y en a pas un seul. Il y a des membres de la team qui ont acheté et qui ont revendu des tokens, mais sinon, le reste, il n'y a aucun nouveau token qui ont été émis. Des tokens, des allocations. Ouais, pas émis, mais des tokens d'allocation de la team. Donc, pour simplifier la chose, pour les gens qui nous regardent, si on part du principe qu'ils sont vestés sur les 10 prochaines années, qu'on part du principe qu'on n'a que 10 mois sur l'année, chaque mois, ils ont un unlock de 1% de l'ensemble. Tu me coupes si je dis des bêtises, Ouais, c'est mais c'est simplifié. Ouais, c'est simplifié en gros. Voilà, exactement. Ok. Donc ouais, le levier du buyback, pour moi, c'est le plus important dans le projet. Donc évidemment, j'en parle dans l'autre vidéo. Et pour faire simple, les revenus locatifs des biens de la société IMO sont utilisés pour racheter du token. Et par rapport à tout ça, je sais qu'actuellement, la société détient un bien immobilier, tu me dis si je me trompe. Ouais, c'est ça. Et qu'il y a d'autres biens en stacking, mais le stacking c'est plutôt sur du court terme. On en avait parlé, je t'avais posé la question il y a un an. Donc il y a un fonds qui est alloué pour le stacking, et quand ce fonds sera épuisé, il n'y aura plus cette possibilité. Tu me dis si je dis. Exactement. Ok. Et Pour donc, le moment, on est vraiment très faible. On pensait qu'il y allait avoir beaucoup plus, mais pour le moment, Ok. ça va très bien. concernant les biens détenus par la société, quelles sont vos ambitions à court, moyen, long terme? C'est-à-dire que d'ici la fin de l'année ou d'ici 2026 ou 2030, quelles sont les ambitions? Alors, l'objectif, c'est d'augmenter le parc immobilier parce que on veut augmenter ce parc immobilier pour augmenter finalement ce cercle vertueux qui est vraiment pour moi la machine, le cœur. Nous, on est juste une team qui veut mettre du feu dans ce système pour l'alimenter, pour que ça devienne un plus gros feu. Donc, notre objectif, c'est d'augmenter ce parc immobilier sans fragiliser le projet.
Et quand je dis fragiliser le projet, c'est fragiliser les investisseurs qui sont investis en crypto. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire un peu attention. Nous, notre objectif d'ici, j'ai pas envie de spoil quoi que ce soit, Ouais, bien sûr. mais d'ici, je pense, vas-y, on va être large, très large même. D'ici les 6 prochains mois, par rapport à cette vidéo, je pense qu'on risque d'en avoir 2 ou 3 supplémentaires, Ok. parce qu'on veut vraiment quand même accélérer ce système-là. Et c'est vraiment pour moi le cœur du projet. C'est juste de racheter tous les tokens et que les investisseurs ils les gardent, et le nouvel investisseur qui va en acheter, il n'y en a plus. Ok. Et que le prix finalement augmente par rapport à ça, et qu'on batte la moyenne d'avoir acheté un bien immobilier, qui est, ça dépend encore une fois les endroits, mais qui dépasse rarement 10%, Oui. je dirais, par an. Et du coup, notre objectif, c'est que sur des années, la projection de IMO, ça soit plus de 10 ans. Après, il y aura des années où ça sera dans le rouge. Peut-être cette année-là, on verra. Mais voilà. Ok. Et donc à plus long terme, par exemple d'ici 5 ans, vous estimeriez, je ne vais même pas demander le nombre de biens parce que selon le bien ça peut varier, mais plutôt quel est le buyback mensuel que vous visez d'ici 5 ans? Je sais qu'on a fait une projection avec Théo, on avait regardé, on voudrait bien monter à 100 000 par mois dans 10 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et encore, je pense que ça peut largement être accéléré et on peut vraiment passer à quelque chose de plus costaud. Ça dépend vraiment de... Moi, franchement, ça dépend en premier, je trouve, de l'Ethereum. Parce que si l'Ethereum augmente, on aura plus de cash. Oui. Du coup, ça peut aller plus vite. Parce que moi, j'ai toujours cru en Ethereum et j'ai toujours pensé que c'était le bon move. Bon, on l'a vu ces dernières années, c'était pas non plus le meilleur move, mais on y croit encore. Donc voilà. Ok. Oui, à court terme, Ethereum tire un peu la gueule, mais Mais finalement, ça va si encore. on lit sur les 10 dernières années, la performance est largement là. Je sais que actuellement vous êtes exposé à différents pays. Par exemple, via le stacking, vous avez un bien qui n'est pas à la société, mais quelqu'un a bien un stacking, un bien qui est actuellement à Dubaï. Oui. Le bien de IMO est en Suisse. Comment est-ce que vous définissez les pays auxquels vous vous exposez via les législations ou autres? Alors, pour les biens qui sont pas à nous, nous, ça nous change rien en fait, parce que on les détient pas, on n'est pas Ouais. propriétaire, du coup, on perçoit pas les biens, et du coup, l'argent nous arrive en crypto directement, donc on n'a pas trop de soucis par rapport à ça. Pour le bien en Suisse, il y a une société derrière, Ok. tout simplement. Ensuite, on a expliqué que la liquidité était en Ethereum. Et moi, je me demandais si est-ce que ça aurait été possible de mettre cette liquidité-là en Bitcoin au début du projet? Alors, non, parce que franchement, ça dépend sur quelle blockchain tu vas. Je pense que ça aurait pu être fait uniquement sur la blockchain de Ethereum, mais encore une fois, ça aurait été un vrai problème, parce que en fait, après, les agrégateurs, ils doivent en fait chercher le meilleur moyen. Et personne a du Bitcoin sur Ethereum, sur un layer 2 en fait. Bien sûr. Et sur Bitcoin, on ne peut pas construire d'autres tokens. Du coup, Ouais, compliqué. donc Franchement, ça aurait été trop compliqué. Nous, on vous l'avait avez déjà pas fait. Dis-toi, on avait déjà fait quelque chose d'assez compliqué. On avait été sur la blockchain de BNB et on avait mis la pool en Ethereum. Ouais. Donc en fait, genre les gens étaient là en mode, mais pourquoi vous allez sur BNB et vous mettez une pool en Ouais. Ethereum alors que vous devez mettre une pool en BNB? Donc c'était un peu différent. Du coup, on a décidé d'aller sur Base, de mettre la pool en Ethereum. C'est vraiment le truc basique, simple, pour que ça soit en fait aussi facile pour les gens qui investissent. Parce que on est d'accord que ça aurait pu être fait, mais Oui. Mais après, c'est plus voilà. compliqué techniquement et ça rajoute des frais et c'est pas Ouais. liquide, etc. Après aussi, Trop de problèmes. après, à partir du moment où on avait lancé le projet, on a toujours pensé que Ethereum était plus intéressant que Bitcoin. Oui. C'est vrai que maintenant, on l'a vu que c'était différent avec les ETF, tous les plus gros qui sont arrivés dessus. Donc ça dépend. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non. Ouais. Bah après, Je ça, c'est pense. plus à court Mais terme, peut-être encore une fois. c'était le mauvais choix, hein, c'est clair. On verra bien. Ouais, on verra bien, on verra bien. Et du coup, par rapport à cette liquidité en Ethereum, je sais qu'à l'époque, vous parliez de, à la fin du cycle, de passer en stablecoin une partie ou la totalité de cet Ethereum-là. Mais aujourd'hui, avec les ETF notamment, la cyclicité du marché crypto est remise en question. Et je voulais voir ce que vous en pensiez, si vous avez toujours prévu de vendre une partie de ces Ethereum-là, ou plutôt de les laisser sur le long terme, même s'il y a une sous-performance pendant 12 mois de bear market. Au final, nous, ce qu'on veut voir, c'est la vision à long terme, et je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que Ethereum vaudra plus dans 10 ans. Ouais, alors le truc, c'est que le faire maintenant, je trouve que c'est pas très intéressant.
Et même le faire à 4000 ou 5000, c'est pas non plus quelque chose qui nous intéresse. Notre objectif quand même, c'est de pouvoir changer le projet et de garder le maximum de capitaux sur des prix qui sont vraiment intéressants. Si c'est pas très intéressant et qu'il y a des fluctuations comme on a maintenant, c'est pas quelque chose qui va faire un game changer dans le projet. Du coup, on préfère le laisser et attendre à partir du moment où on se dit ah ouais, là c'est intéressant, on commence à le faire petit à petit. D'ailleurs, on l'a déjà fait, vu qu'on avait dû créer une pool sur Solana. On l'a déjà fait sur Solana, on est en USDC déjà. Donc Ok. ça c'est quelque chose qui a été mis en place. On verra si le marché repart. C'est une pool qui nous tirera plutôt vers le bas comparé aux autres, mais on verra. Donc c'est vraiment si on voit une explosion des prix sur Ethereum que là, pour sécuriser entre guillemets ces gains-là, on va vendre une partie de cette liquidité. Mais tant que Ethereum n'explose pas à 10-12 000 $, il n'y aura pas de vente de cette. Ouais, je pense que au-dessus de 5000, 6000, ça va devenir intéressant. Ouais, ok. Et c'est pas quelque chose, c'est des Ethereum qu'on va vendre en USDC et qu'ensuite on va créer une pool en USDC. Hein. C'est quelque chose qui va être Oui, bien sûr. qu'on va laisser en pool. Ouais. Tu fais bien de le préciser parce que c'était clair pour moi, mais pas forcément pour les gens qui regardent. Une autre question, les différents moments bons et moments plus compliqués qu'a traversé le projet depuis sa création. Aujourd'hui, vous êtes sur le marché depuis 4 ans. Et s'il y a des phases qui t'ont marqué, notamment peut-être au début, et justement plutôt des bons moments de momentum qui t'ont marqué. Bah, il y a l'année passée, on va dire, il y a environ 1 an, quand le prix s'est envolé, c'est vrai que, je vais pas vous mentir, j'avais du mal à dormir. Je savais plus où donner de la tête, en fait. Je recevais des messages de partout. Là, c'est vrai qu'à un moment, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que je suis pas débordé, en fait. Ouais. Il y avait trop de trucs qui m'arrivaient en même temps. La communauté, des investisseurs, des gens qui étaient intéressés, des exchanges. Bref, il y a plein de gens qui sont arrivés en même temps. En vrai, c'est quelque chose que franchement, j'avais vraiment de l'adrénaline. Là, je me suis dit, c'était plus qu'une attraction. C'était quelque chose de costaud. Et du coup, ouais, ça, c'était vraiment très sympa. Puis il y avait vraiment une bonne vibe. La communauté était vraiment soudée. Moment qui m'a un peu cocasse, maintenant que j'y pense, c'est quand j'ai été voir des avocats à Genève et que je leur ai expliqué le projet. Et les avocats, ils m'ont regardé avec des grands yeux comme ça et ils m'ont dit, mais qui va investir dans votre truc? Du coup, j'étais là en mode, bon, bah, c'est pas grave. Après, j'ai quand même travaillé avec eux pour voir ce qui était possible de faire ou pas. Et après, quand j'ai vu que c'était quasiment impossible de faire ce que je voulais faire en Suisse et qu'en fait, il n'y avait pas de loi qui régulait exactement ce que je voulais faire et il fallait en fait jouer avec des lois différentes. Ouais. Au final, à la fin, tu te retrouvais dans pas forcément ta catégorie et tu étais illégal. Ouais, t'as pas un cadre clair, quoi. Exactement. Et du coup, c'était assez compliqué par rapport à ça. Et j'en ai fait des rendez-vous, des gens qui connaissaient pas ce que c'était la crypto. C'était assez compliqué. Bon, maintenant, on est toujours en train d'essayer de trouver vraiment quelqu'un de compétent en Suisse pour voir d'autres possibilités qu'on peut faire. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. De mieux en mieux, mais on n'est pas encore dans l'idéal de démocratisation de clairement. Et puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, l'AMF en Suisse, c'est la FINMA. En fait, si tu lances quelque chose comme ça en Suisse, tu dois être régulé par la FINMA. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai fait, on a regardé avec mes avocats, etc. Le problème, c'est que si nous, on veut faire ce qu'on veut faire maintenant, il y a 3 catégories possibles de choses. Et si en fait, on n'est pas dans aucune des 3 en fait. Ouais. Et le problème, c'est que vu qu'on est dans aucune des 3, de toute façon, on est dans cette fameuse zone grise. Et du coup, il y a énormément de chances qu'en fait, qu'ils rejettent juste par ils s'en foutent, tu vois. Juste qu'ils rejettent. Et du coup, nous, ça nous aurait coûté genre un demi-million. C'était environ ce qu'il fallait sortir. Et du coup, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, OK, bon, allez hop. Et du coup, c'est vrai que là, c'était assez cocasse. Et eux, ils m'ont clairement dit, là, il faut que tu ailles dans un pays plus ouvert, dont Dubaï. Ouais, bien sûr. Donc, c'est l'une des grosses raisons pourquoi j'ai déménagé. Et en même temps, on peut voir ça comme un point positif. Ça veut dire qu'ils ont même pas encore ce cadre clair. Donc on est tellement en avance en fait sur cette industrie-là, sur ce marché, qui est encore tout petit par rapport à son potentiel, quoi. Ah mais totalement. Il y a tellement de gens qui n'en savent rien encore. Ouais, bah oui. Même les personnes qui sont dans ce milieu-là n'ont pas la connaissance de l'existence de ce genre de projet et n'en voient pas l'intérêt, alors que d'autres le voient clairement, quoi. Exactement. Par rapport au moment compliqué, quels sont les principaux risques par rapport à IMO? Quels sont les pires scénarios envisageables? On a vu il y a quelques semaines un hack sur Balancer. Heureusement, Ouais. vous avez très très bien réagi assez vite. Quel est l'impact possible de ce genre de problématique sur IMO?
Alors, pour le coup, nous, on a réagi assez vite quand il y avait eu le hack, mais finalement, par après, quand on a creusé, ça ne nous impactait pas, nous, Ok. heureusement, parce qu'on était dans les dernières poules qui étaient sorties sur Balancer. Donc, on n'a pas été impacté par ça. Ça peut nous toucher. Hack de l'endroit où on a mis nos poules de liquidité. Bon, maintenant, c'est pour ça qu'on l'a splitté. On a Balancer, Uniswap, on a sur Orca, on a aussi les exchanges où il y a pas mal de liquidités dessus maintenant, de plus en plus. Donc on a pris ce truc, on s'est décidé, on l'a split pour éviter que ça nous arrive, et puis que si jamais il y avait un provider de pool qui se faisait avoir, ça ne nous impactait pas non plus massivement. Deuxième chose, on a toujours la réserve en Ethereum, même si maintenant Ethereum est descendu. Mais par exemple, quand on a eu ce truc-là, on a réfléchi un peu plus et on s'était dit, est-ce que si vraiment notre pool de liquidité avait été enlevé, on aurait pu repartir? Et la réponse était oui. Ok. Donc on aurait pu repartir. C'est vrai que ça nous aurait mis un coup dans les pattes, mais Excellent. on aurait pu repartir comme neuf. En fait, c'est comme dans n'importe quel domaine, au final, c'est diversifier les risques, ne pas dépendre que d'une seule entité, etc. Exactement. Ok, tu as parlé des exchanges, j'y arrive. Concernant les listings, aujourd'hui, IMO est listé sur Mexc, Bitunix et Swissborg. Je ne dis pas, il me semble. Non, c'est bon. Ok. Et du coup, j'aimerais par exemple savoir le coût pour le projet de se faire lister. Je sais que, suivant les plateformes, ça dépend, mais il y a certains exchanges qui demandent des grosses sommes, notamment des tokens, etc. Est-ce que Mexc et Bitunix vous ont demandé, après, évidemment, s'il y a des chiffres qui sont privés, ne pas les exposer, mais ce que tu peux nous dire par rapport à ça, le coût d'un listing, et ce que ça apporte suivant le listing? Swissborg n'apporte pas la même chose que Mexc, etc. Ouais, alors ça dépend vraiment de toutes les plateformes. Les prix, ça dépend aussi. Par exemple, alors je pense que Bitunix, je peux le dire, c'était gratuit. Ok. C'était un de bons procédés vu que j'avais une communauté. En fait, j'ai décidé de promouvoir un peu l'exchange Bitunix en échange d'un listing. Ok. Que ça se fait de temps en temps. Mexc, on a dû payer, je crois que c'est public. Je sais pas, je préfère pas le dire, mais on va dire une fourchette entre du coup 50 et 100 000 pour être listé. On peut choisir si on envoie des tokens ou pas. Et depuis le début du projet, on n'a envoyé aucun token. Ok. Sur aucun exchange. On préférait payer en USDT pour qu'on garde on n'a pas forcément envie d'avoir des projets qui nous dumpent dessus, et on préfère plutôt gérer nous notre trésor et envoyer des USDT pour simplement protéger les investisseurs, parce qu'il y a des exchanges qui ne sont pas tout nets. Ouais. Et pour Swissborg, on a aussi dû payer. On a envoyé des tokens. Le seul truc, c'est que les tokens-là vont revenir à la communauté. Donc, c'est pas des tokens qu'on a payé vraiment l'exchange qui vont vendre. C'est des tokens qui vont être ensuite airdrop. Il y aura, je ne veux pas rentrer parce que ça va être une surprise, mais il y aura plusieurs, on va dire, applications sur Swissborg pour IMO où tu pourras gagner des IMO. Et donc ça, c'est en pause là actuellement, vu que le marché Exactement. est dégueulasse. Ouais, on a préféré ces Swissborg qui nous ont demandé si on voulait, et je trouvais très bien. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Pour revenir sur Mexc, justement, en fait, effectivement, le dump n'est pas fait par l'exchange, c'est vous qui le maîtrisez, donc c'est vous qui décidez comment est-ce que les tokens sont vendus, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et juste pour revenir sur un truc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vend, imaginons le projet vend des IMO sur Mexc, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est notre market maker qui va les racheter. Donc c'est quand même, c'est juste nous qui rachetons nos propres tokens. Ouais, donc c'est pas quelque chose qu'on fait. Ça passe de main en main, mais au final, ça reste dans la même poche. Ça reste chez nous, donc c'est pas genre, ça veut dire que si on avait envoyé des tokens à Mexc, en fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'est les vendre à notre market maker et en fait assécher nous notre trésor de liquidité qui est dans le market making. Donc il faut faire attention avec ça, et on n'a vraiment pas voulu prendre de risque. Ok, très bien. Concernant les ambitions, concernant d'autres listings potentiellement à court, moyen, long terme? Alors, j'ai beaucoup discuté avec mon market maker. C'est une entreprise qui est à Dubaï et qui sont vraiment, je veux dire, très costauds. Ils font vraiment bon travail. Je leur ai demandé beaucoup de conseils par rapport aux exchanges, etc. Et ils nous ont vraiment dit, si vous voulez être listé, choisissez vraiment que le top. Genre, arrêtez les petits listings, par exemple, Bitunix, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de volume dessus, qu'on soit clair. Donc, c'est juste pour nous c'est juste, on doit rajouter de la liquidité dessus, ça immobilise des fonds, c'est pas le top. Donc, en fait, il faut vraiment trouver des exchanges où il y a vraiment des investisseurs, où il y a vraiment des gens qui achètent des coins, en fait. Parce qu'il y a plein d'exchanges, finalement, qui sont moins gros que les autres. Après, c'est clair qu'ils sont plus abordables, mais je me dis que c'est peut-être mieux de plutôt discuter longtemps avec un gros exchange pour qu'au final, après, on trouve
un agrément et que ça se fasse que aller taper n'importe où. Parce qu'on pourrait être listé sur plein d'autres exchanges maintenant, mais Oui. est-ce que ça aiderait le projet? Je pense pas. Bah, c'est ça le truc, c'est que Bitunix, au final, le ratio risk-reward, enfin pay-reward, il coûte rien, donc au final, autant être listé dessus. Mais au final, tu te dis, est-ce qu'il faudrait pas payer peut-être une fois, ça va coûter des sous au projet, mais par contre, on est là et on est sur un gros acteur de l'écosystème, et c'est un Exactement. gros plus, quoi. Ouais. Ok. Et sinon, concernant du coup la team, donc vraiment rentrer dans les collaborateurs de IMO, vous n'êtes pas forcément 30 non plus, mais je sais qu'il y a des personnes qui gèrent plutôt, mais qui font vraiment partie de la team, et d'autres qui sont plutôt à côté, mais qui vous donnent des conseils, notamment sur l'achat de biens immobiliers. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail là-dessus? Alors, dans la team, il y a moi qui m'occupe, je vais commencer par moi, ce sera plus simple. Il y a moi qui m'occupe de toute la partie blockchain, coin, et finalement la gestion de l'ensemble, d'avoir le point de vue de l'ensemble du projet. Et au final, on avance dans cette direction. On a Daniel qui s'occupe des biens, en fait, et de toute la partie un peu paperasse du monde réel. Voilà, je préfère dire ça plutôt du monde réel. Des potentiels problèmes qu'il peut avoir dans les appartements, d'aller aux réunions de PPE, ce genre de choses, qui est vraiment plus sur le terrain et qui s'occupe des potentiels problèmes qu'on peut avoir ou de recherche de nouveaux biens, de nouveaux biens qu'on peut acheter, de faire comment on appelle ça, des reviews de certains endroits qui peuvent nous intéresser, parce que moi j'entends vraiment, j'ai plein d'infos qui m'arrivent droite à gauche. Bah, finalement, on se dit, ok, on va regarder comment réagit cette zone-là si on fait un investissement. Et du coup, ça, c'est Daniel qui s'en occupe. On a Adrien qui s'occupe de toute la partie, on va dire, je dirais, visuelle du projet. C'est grâce à lui qu'on a des super visuels et que le logo est magnifique. donc ça, c'est cool. Et il nous aide aussi vraiment à avoir toute une partie, un peu plus de recul, un peu plus de moins, on va dire, aller à fond, plus en mode, ok, bon, regardons si on fait ça, qu'est-ce qu'il va faire, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Théo, il s'occupe de toute la partie marketing. Donc l'objectif, c'est de faire simplement connaître le projet et de faire des moves malins pour qu'en fait tout s'embrique à la fin. Parce que des fois, on a un plan, des fois, on partage aussi des choses qui nous intéressent à la communauté, mais les gens, ils n'ont pas forcément le plan entier. Par exemple, quand on a fait le bridge sur Solana, il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi on faisait le bridge sur Solana, mais en fait, finalement, plus tard, c'était pour être listé sur Swissborg, pour avoir plus de visibilité et plus de potentiels investisseurs. Et on a bien évidemment Loris qui s'occupe de toute la partie dev. Donc lui, il a vraiment un œil. Ouais, il build tous les trucs qu'on a besoin sur blockchain, sur le site internet. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs lui qui a vu, d'ailleurs merci à lui, c'est lui qui a vu le hack 15 minutes avant que n'importe qui le voit. Ouais, très chaud. Donc ça, c'est quand même quelque chose, c'est quand même cool. Et il est vraiment, il est encore en études. Ouais. Mais voilà, c'est le meilleur de sa section. Et je pense que C'est il est le genre bien. de personnes qui payent pas de mine, mais en fait, quand tu parles un petit peu avec eux, attention. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Mais super. Donc, je suis très content d'avoir cette team et on s'entend tous très bien et on avance. On a chacun nos intérêts finalement à faire avancer ce projet. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tous les intérêts s'intercroisent et du coup, en fait, on peut avancer. Parce qu'il y a plein de gens des fois qui ça marche pas parce que les intérêts sont pas les mêmes. Et ce qui est excellent aussi, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, vous êtes pas beaucoup, vous n'êtes pas 30, vous êtes moins d'une dizaine, mais chacun a vraiment son secteur d'expertise et il vaut mieux avoir quelques personnes qui sont expertes dans leur domaine que 2 personnes qui touchent un peu à tout sans être focus. Parce que comme tu l'as dit, il y a un an, tu étais un peu submergé et sans toutes ces personnes-là, par exemple le hack de Balancer, peut-être que tu n'étais pas là au moment-là. Et du coup, Loris, lui, a pu gérer ça. Donc c'est important de s'entourer des bonnes personnes sans être trop nombreux non plus. Et je trouve Ah, que c'est ça, hein, c'est intéressant. et moi je l'avais lu dans un livre aussi, c'est très intéressant qu'un entrepreneur, c'est quelque chose qui sait énormément de choses, qui sait très peu de choses sur énormément de choses. Et à la fin, l'entrepreneur, lui, il est obligé de connaître un petit peu tout. Moi, c'est ce que j'ai dans le projet. Je connais tous les secteurs, mais un petit peu. Ouais. Et chaque personne est vraiment à sa place et connaît son secteur par cœur. Et c'est ça qui, je pense, peut donner vraiment une grosse force. Et aussi, vu qu'on est petit, en fait, on est très flexible, on s'ajuste très vite. On n'est pas toute une grosse société. Je sais pas si je prends l'exemple de Realty, ça peut prendre du temps pour mettre un truc en place. Nous, c'est vraiment une après-midi. Ouais. Donc voilà.
Donc pour l'avenir du projet, on sait que le marketing est quand même important parce qu'avoir un bon projet, c'est top, mais tant qu'il est pas mis en lumière, ça «sert à rien» entre guillemets. Et donc le marketing, concrètement aujourd'hui, combien ça coûte au projet de faire une campagne de marketing et comment on vise les bons investisseurs? Parce que mettre Imo sous le feu des radars, c'est bien, mais il faut le mettre sous le feu des radars des bonnes personnes qui peuvent être intéressées par un projet à long terme et qui veulent pas chercher le prochain coin qui va faire fois 100. C'est pas ce qu'on cherche, sur Imo. Bah, en fait, on cherche un peu des deux, je dirais. OK. Parce que ce qu'il nous faut, c'est que pour que un marketing fonctionne, si on prend vraiment l'exemple pur et dur, le marketing fonctionne, c'est qu'on ait des nouveaux investisseurs. Mmh. Et finalement, pour avoir des nouveaux investisseurs, bah, par exemple, il y a des investisseurs qui vont acheter parce que la charte, elle monte, parce que le prix, simplement, il monte. Il y a des investisseurs qui vont acheter parce qu'il y a des bonnes news. Il y a des investisseurs qui vont acheter parce qu'ils adorent le concept du projet. Donc, en fait, ça dépend vraiment. Et c'est que quand on arrive à associer tous ces gens en même temps, c'est là que ça devient intéressant. Comme on l'avait fait finalement l'année passée, on avait fait du marketing, on avait fait s'intéresser énormément de gens au projet, et puis bah, le projet a commencé à décoller. Et en fait, vu que le projet a commencé à décoller, il y a des gens qui se sont dit, bon, on va pas rater cette pépite. Du coup, ils ont acheté aussi, et ça a contribué à avoir un plus gros mouvement. Donc, on en a quand même besoin de ces gens qui pensent que ça peut faire x100 en une bougie. Mais voilà. Et après, le marketing, c'est clair que ça coûte assez cher. Surtout que maintenant, bah, je dis avant le listing sur Swissborg, il faut quand même s'accrocher un petit peu pour, si on parle à quelqu'un de lambda, d'acheter. Il faut avoir un wallet, il faut acheter des Ethereum, il faut les envoyer sur le réseau Base, il faut les swap. Alors, il y a quand même quelques étapes. Donc, c'est clair qu'on ne pouvait pas forcément focus madame et monsieur tout le monde. Et l'objectif, c'était vraiment de target des gens qui étaient déjà dans la crypto, qui s'y connaissaient déjà et qui achetaient déjà d'autres tokens qui ressemblaient aux nôtres. Ça ouais, pour moi, c'est un point extrêmement important à développer, c'est vraiment l'accessibilité à l'achat du token. C'est Mm. que moi, j'ai découvert IMO, enfin, je connaissais IMO, mais j'ai acheté mes premiers IMO il y a 1 an et demi. Et c'était vraiment, on n'avait aucun listing, c'était vraiment on-chain. Et aujourd'hui, voir l'arrivée de différents exchanges comme Swissborg, qui est un gros exchange, ou MUXC, ou encore la possibilité d'acheter par carte bancaire sur le site de IMO, c'est vraiment démocratiser ça. Et ça, c'est important de construire ces fondations-là avant de lancer un marketing ou autre, parce que c'est bien que les personnes voient le projet, mais s'ils peuvent pas acheter, ça sert pas à grand-chose. C'est clair que c'est compliqué. Du coup, là, ce que je trouve vraiment bien maintenant avec le listing de Swissborg, c'est qu'on peut vraiment target finalement tous les gens en Suisse. Parce que là, ça touche tout le monde. Et Ouais. je sais qu'en plus, Swissborg, il y en a aussi en France, mais on peut vraiment target, on peut même faire des panneaux publicitaires dans la rue. Parce que Swissborg, quasi tout le monde a finalement un compte qui est dans la crypto. Et d'autres gens qui peuvent s'intéresser, en fait, c'est une application à télécharger, c'est un dépôt qui arrive en 5 minutes sur le compte et ensuite tu peux acheter. Donc c'est clair que c'est beaucoup plus, on va dire, accessible à n'importe qui. Donc ça, c'est vraiment un énorme step que je suis très content, même si on ne se rend pas encore compte maintenant. Mais dans le futur, quand la crypto reviendra un peu plus à la hype, etc., c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Et je suis persuadé que on-chain, on va pouvoir avoir beaucoup plus de transactions sur Solana à certains moments que sur Base. Et ça sera simplement des gens qui investissent depuis Swissborg. Ouais, ça c'est important d'être clair là-dessus pour les personnes qui connaissent pas forcément Swissborg. Aujourd'hui, il y a des exchanges comme par exemple Bitget qui vont proposer plein de services de dérivés, etc. Plein de services. Mais Swissborg, c'est un petit peu comme le Trade Republic de la crypto en Suisse. C'est très simplifié, c'est vraiment accessible pour n'importe qui. Et du coup, c'est très important pour IMO que quelqu'un qui n'est pas forcément dans le monde de la crypto, on-chain ou autre, puisse acheter ses IMO sur Swissborg. Ouais, exactement. Pour finir sur le marketing, comment aujourd'hui on peut faire pour cibler des gros investisseurs comme ceux-ci? Est-ce que c'est des investisseurs que vous avez dans votre ligne de mire, où vous allez chercher ces gros poissons-là? C'est plus souvent du bouche à oreille. Ouais. Des gens qui investissent dans IMO et qui se disent tiens, cette personne peut être intéressante pour potentiellement acheter des IMO, etc. Donc c'est vraiment plus du bouche à oreille. Et puis après, c'est des gens qui simplement qui trouvent le projet et qui sont convaincus. On avait l'année passée quelqu'un qui avait connu le projet et hop, il a envoyé $300,000. Donc c'est quelque chose qui arrive et je pense que c'est quelque chose qui arrivera de plus en plus. Plus le projet sera un peu plus de visibilité et de lumière, en fait, le système est relativement simple et vraiment très basique. Donc n'importe qui comprend le principe d'un cercle vertueux avec de l'immobilier et que l'offre et la demande, c'est un bon investissement finalement. Ouais, vous allez pas aller chercher à provoquer ce genre de réaction, vous allez vraiment juste compter sur l'effet boule de neige, tout simplement, du bouche à oreille
Et C'est ça va ça. Et venir tout puis, seul. au long terme, le projet, il est voué, en fait, le prix est voué à monter. Même Ok. si on a des gens qui vendent et qui achètent, et heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas fait de pré-vente à Ouais. l'époque, etc. Ça, c'est important aussi de le dire, que vous n'avez pas fait de private sale ou autre, et que du coup, personne n'a pu acquérir des IMO à un prix dérisoire, contrairement à d'autres projets qu'on va pas forcément citer, notamment des projets français. On voit beaucoup de lancements de tokens où des gens ont pu acheter ce token à 20 fois moins cher, et que même si au lancement le truc fait moins 50%, les gens sont encore en x10, donc ils vont littéralement dump tout ce qu'ils ont dès la fin du TGE, dès la fin de la lock, et donc dump au listing. Et c'est vraiment pas ce qu'on voit sur IMO, que ce soit à la création d'IMO ou une fois qu'il était listé sur Swissborg ou autre, on n'a pas vu d'énormes dumps. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, le fait qu'il n'y ait pas de VC derrière dès le début, et que ces personnes-là vont acheter au prix où tout le monde l'achète littéralement. Et donc, la dernière partie, avant de finir cette vidéo, concerne les incitations à hold. Aujourd'hui, je sais que vous mettez un point important sur les holders, sur les personnes qui détiennent des IMO depuis day one, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a un groupe pour les personnes qui détiennent plus de 20 000 IMO qui ont des avantages par rapport aux autres investisseurs, parce qu'on les remercie tout simplement de détenir et de faire confiance au projet à long terme. Et aujourd'hui, quels sont les avantages pour ces investisseurs et quels sont les avantages à long terme que vous avez prévu de mettre en place pour eux? Alors, pour le moment, je ne veux pas être honnête. Je vais être très honnête, il n'y en a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que l'objectif, c'est encore une fois à long terme, c'est de se dire, bah tiens, les gens qui ont plus de 20 000 IMO, une fois qu'on a, je sais pas moi, une villa à Bali ou une villa dans un endroit de vacances, bah, on puisse lui dire, bah écoute, tu peux y aller bon, en mode Airbnb. Hein, écoute, tu peux y aller et tu as, je sais pas moi, 30 jours ou allez, 20 jours de crédit par an et tu peux finalement être dans l'immobilier de IMO. Et vu que tu es un gros investisseur, bah, tu peux simplement y rester pour tant de jours gratuitement par an. Ça, ce serait vraiment l'objectif long terme. Après, on peut rajouter encore vraiment beaucoup de choses. Mais par exemple, aussi à la fin de l'année, on fait 2 events. Bon, la plupart des gens, ils savent qu'il n'y en a qu'un, mais en fait, il y a 2 events et bah, il y a un event uniquement pour ces gens-là. Et on va simplement aller manger tous ensemble et faire connaissance parce que j'ai pas forcément vu tous les gens qui avaient investi beaucoup dans IMO, mais du coup, ça permet aussi de créer, d'être soudés. Ça permet aussi de créer une communauté et de partager certaines choses parce que les gens viennent de tous les horizons. Et du coup, en fait, ça permet aussi de créer des connexions, de faire du networking, etc. Avec des gens qui peuvent, je ne vais pas dire plus intéressants, mais il y a des gens qui sont à certains niveaux qui ne veulent pas discuter avec des gens qui sont du même niveau qu'eux, ce qui est totalement normal. Donc voilà. Et effectivement, pour le coup, j'étais à l'événement que vous aviez déjà fait en fin 2024, et ça permet vraiment de... En fait, on voit des visages, et finalement, tu peux trouver quelqu'un de totalement lambda, ça se trouve, il a 6 chiffres sur le wallet, tu peux pas savoir. Et du coup, c'est très important parce qu'on peut rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais croisé le chemin. Et concernant cet événement-là, je sais pas quand la vidéo sortira par rapport à cet événement-là, mais c'est donc le 13 décembre, si je dis pas de bêtises. Exact. Et je mettrai le lien dans la description par T'es rapport à fort, t'es ça. fort, t'es fort. J'ai retenu. Et du coup, dernière question pour l'avenir du projet dans les prochains mois, prochaines années. Ça fait un moment qu'on parle de l'éventualité de mettre du stacking en place pour les tokens de IMO. Et je sais que vous cherchez un système qui ne va pas créer de l'inflation. Aujourd'hui, Ouais. la supply de IMO, le nombre de tokens est limité, et on ne veut pas en créer plus, tout simplement parce que ça De va toute façon, on peut polluer. pas. On peut pas. Oui, Donc voilà. on ne peut pas via Par la la blockchain. Donc on doit voilà. trouver un autre système. Il n'y a pas de solution possible pour créer des tokens. Par exemple, pour les gens qui nous regardent, il y a certains tokens comme, je sais pas, du FET, où on peut avoir un rendement de 12% à l'année, sauf qu'en fait, ces jetons, ils sortent pas de... Enfin, ils sont créés, donc simplement, c'est dévalué. Donc oui, vous gagnez 12%, mais en fait, il y a 12% d'inflation sur le token sur l'année. Donc au final, on s'y retrouve. Et sur IMO, on veut créer ce système de stacking pour générer un yield, un rendement sur l'année, sans créer des nouveaux tokens, parce qu'on ne peut pas. Et donc, quelles sont les solutions que vous avez explorées? Est-ce que vous avez à peu près une horizon de temps pour mettre ça en place? Alors, je vais pas je sais pas si je vais spoil ou quoi que ce soit, mais le système est déjà prêt. Ok. Loris a déjà tout dev. Le seul truc qui nous manque, c'est la page utilisateur pour que les gens puissent simplement connecter leur wallet, etc. Actuellement, la page, elle est juste brute avec juste des lignes, des trucs, des inputs à mettre. Mais on a déjà le système et ça va se faire avec des tokens BAL et Aura. Alors, c'est un système, je ne sais pas si je vais l'expliquer parce que c'est assez compliqué, mais il y a des chances
que on mette, genre par exemple, parce que c'est quelque chose quand même qu'on va devoir payer, mais qu'on mette par exemple, je sais pas, moi, 10 000 $ dans la machine et que finalement la machine nous en ressorte 15 000. Ok. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui finalement qui nous donnent des pots de vin. On appelle ça des brides en anglais, parce qu'en fait, on va arriver sur une plateforme sur Aura, et en fait, tu as plein de pools différents, et en fait, on peut donner de l'incentive aux gens qui ont beaucoup d'Aura, qui peuvent voter pour notre pool. Et en fait, en votant pour notre pool, ça nous permet de récupérer de l'argent. Et plus on a de votes, plus on arrive dans le classement qui est assez haut, et plus en fait, finalement, on peut gagner de l'argent, et cet argent-là va être redistribué aux holders de IMO. Ok. Et l'objectif, c'est que les holders de IMO, si on arrive à mettre ça en place, bon, c'est déjà en place, mais si on arrive à faire en sorte que ça soit plus ou moins rentable, c'est quand même de l'argent qu'on va devoir dépenser pour, même si on met 10 000 $, c'est quand même de l'argent qu'on va devoir sortir. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, et l'objectif, c'est de pas le lancer finalement au moins bon moment, parce que le stacking, c'est quoi? Ça permet aux holders de simplement bloquer leur token. Mais il faut aussi que ça donne. Comment on appelle ça? Ça génère du Que ça rendement. soit, ouais, que ça soit aussi positif pour le projet. Ouais. Que ça soit positif pour l'investisseur, mais aussi pour le projet. Et nous, en fait, le faire maintenant, ça a aucun. Je perds mes mots. Ça a aucun avantage de le lancer maintenant, et on préfère le lancer quand le token est plus ou moins haut, parce que une fois que le token est haut, on veut essayer de garder ces prix-là. Ouais, Et du coup, que notre les gens objectif. sont tentés de vendre. Ouais. Et aussi, je veux pas te mentir, on a une communauté en or, et les gens hold déjà leurs tokens sans stacking. Donc, bon, ne dumpez pas vos tokens, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est pour donner un peu une idée. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on a une grosse hausse, comme potentiellement on l'attend avec Ethereum, etc., lancer le stacking à ce moment-là, et finalement de fidéliser les gens qui viennent d'acheter leurs tokens et qui utilisent le stacking avec notre système, c'est le top. Ok. Donc tu l'as très bien expliqué, je vais essayer de reformuler, tu me dis si je me trompe, pour faire simple. Donc ce sera mis en place en temps voulu, mais le but est de bloquer des tokens, d'extraire la valeur de ces tokens sans les vendre évidemment, hein, mais de les mettre en collatéral pour avoir par exemple des stablecoins, mais si c'est pas le cas. Mais le but c'est simplement de générer du rendement sur la valeur du cash qui se cache derrière les tokens. On a des dollars derrière ces tokens là parce qu'ils ont une valeur, et d'utiliser cette valeur là pour générer un rendement tout simplement comme si c'était du cash, sauf que ici c'est sur les tokens de IMO. J'essaie de reformuler. Ouais, c'est ça. En fait, les gens quand quand les gens, j'ai oublié de donner un détail, les gens quand ils vont stacker, ça va être les tokens, les LP tokens de la liquidité. Ok. Oui, tu échanges en fait des IMO contre des LP, mais tu les vends pas, juste ils se bloquent et à la place tu reçois des LP. Exactement. Et en fait, les gens, ça veut dire qu'ils devront rajouter de l'argent dans la liquidité. Du coup, ça va augmenter la liquidité du projet. Et du coup, nous, ça nous arrange. Du coup, on est sur des points hauts. Et ensuite, après, nous, qu'on va prendre ces LP tokens et en fait aller les déposer pas un agrégateur, mais dans Aura par exemple, et on va pouvoir, et dans BAL, et on va pouvoir récupérer finalement des incentives par rapport à ces LP tokens. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la valeur via ces LP tokens, elle sort ni du projet, ni de la poche des investisseurs, mais du protocole. Exactement, du protocole, exactement. Voilà. Donc, tout ça sera expliqué évidemment par IMO en temps voulu, quand ça sortira, donc quand même assez à court terme parce que le système est prêt, mais quand ils l'auront décidé. Et sur ce, moi je n'ai pas plus de questions, donc merci Knut pour le temps que tu nous as accordé pour cette vidéo. Merci à toi pour l'intérêt du projet, c'est cool d'avoir des gens vraiment motivés qui mettent sa pierre à l'édifice. Cool. Il faut. Et du coup, pour les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Knut pourra passer faire un tour là-dedans, ou moi je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.